YouTube, prépare-toi, car l'exocet va plonger dans ton sein et envahir les océans de ta toile. Coucou, c'est l'exocet. Alors, si vous avez bien compris, aujourd'hui c'est ma première vidéo YouTube. Aujourd'hui c'est la première partie de mon top 10 des créatures de la mythologie grecque les plus puissantes, selon moi. Numéro 10. Le lion de Némée. Un beau petit bébé celui-là. Le lion de Némée, premièrement c'est un lion, et le lion c'est le roi des animaux, le prince de la savane. Ah oui, la prochaine personne qui dit que le lion c'est le roi de la jungle là. Bref, non seulement un lion c'est un symbole de puissance et de royauté, mais en plus, le lion de Némée a une autre particularité qui le distingue. Sa peau est indestructible. C'est simple, vous pouvez sortir les armes à feu, les armes blanches, les kalachnikovs, bref, tout ce que vous voulez, sa peau ne pourra jamais être entaillée. Le seul moyen de la battre, utiliser ses propres griffes pour entailler sa propre chair. Le seul qui ait réussi cet exploit fut Héraclès, ou Hercule si vous préférez. Il réussit par la seule force de ses poings à étouffer la bête, à prendre une de ses pattes, à l'entailler et s'est servi de sa peau comme gilet pare-balles. Je déconne pas. Numéro 9. Les harpies. Extrêmement destructrices, les harpies sont 3 femmes oiseaux qui sont responsables, ni plus ni moins, de toutes les disparitions de la planète. Que ce soit des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards, des bébés, et même les âmes des morts, elles enlèvent tout ce qui passe. Chacun de leurs passages se voit marqué d'une signature épouvantable, car un paysage de chaos et de désolation s'élève à chaque fois. Quant à l'odeur de cadavre, je vous raconte pas. Alors si elles sont aussi destructrices, comment se fait-elle qu'elles n'opèrent plus aujourd'hui? C'est simple. Les harpies obéissaient à une seule personne, Zeus, et Zeus seul. Un jour, Zeus envoyait les harpies pour harceler un roi. Heureusement pour lui, ce roi rencontra Jason et sa fidèle équipe, les Argonautes. Parmi les Argonautes, il y avait 2 frères aînés, les Boréades. Et donc là, un combat aussi épique que terriblement classe s'ensuivit. Armés de leurs arcs et de leurs flèches, les Boréades s'envolèrent pourchassant les harpies. Et elles ne pouvaient rien faire. Il a fallu que Zeus lui-même, parce qu'il tient quand même à ses caniches. Bref, il a fallu que Zeus lui-même vienne stopper les Boréades pour éviter que ces harpies ne se fassent tuer. Depuis, les harpies vivent tranquillement dans une grotte. Mais elles feront encore parler d'elles dans la mythologie romaine, étant donné que l'une d'entre elles, notamment, Séléno, va apparaître. C'est dans l'Énéide. Je vous explique. Elle a un petit don de divination et elle rencontra Énée. Énée qui cherchait un endroit pour fonder Rome. Et donc elle croisa Énée et son équipe, et elle dit à Énée cette prophétie. Dans l'endroit où vous serez tellement affamés que vous mangerez même vos tables, vous fonderez Rome. Ne regardez pas, c'est écrit comme ça. Je ne sais pas si par table elle entendait des galettes parfaitement comestibles, du bois, bref. Après avoir mangé à cuillère, bingo, la prophétie se réalisa. Énée fonda la célèbre cité qui allait donner naissance à l'empire le plus connu du monde, l'Empire romain. Numéro 8, Python. Ouais, je sais, Python, c'est un serpent,
Mais c'est aussi un dragon. Python est un dragon femelle qui vit à l'ombre de l'obscur mont Parnasse, une montagne assez haute pour attirer même les immortels. Mais ce dragon a un don de divination extrêmement puissant, encore plus puissant que celui de Séléno, tellement puissant qu'elle réussit même à entrevoir sa propre mort. Elle serait tuée par l'un des fils de Leto. Leto, une énième conquête de Zeus, parce que Zeus, il n'arrête pas de voir un petit peu à droite à gauche. Bref, vous connaissez déjà. Python conclut alors un pacte avec Héra. Héra, l'épouse officielle de Zeus, qui balance malédiction sur malédiction aux descendants de son mari qui passe toujours à droite à gauche. Python et Héra vont conclure une alliance. Python va donc pourchasser à travers monts et marais Leto qui voyait sa fuite se compliquer à mesure que son ventre s'arrondissait. Mais heureusement, une île accepta de l'héberger. Et sur cette île, elle donna naissance à 2 jumeaux, les fameux Apollon et Artémis. Apollon, lui, de son côté, grandit en 7 jours. La scolarité, les poussées de croissance, lui, rien à faire. Bref, il fut adulte en 1 seconde, littéralement, et il voulut venger sa mère, Leto. Et donc, il employa des arcs et des flèches, et un combat dieu contre dragon s'ensuivit alors. Ce fut une bataille épique. Python utilisa toute sa puissance en tant que dragon pour essayer de battre Apollon. Mais Apollon est un dieu. Python ne put rien faire. Sa prophétie se réalisa. Son corps finissant en poussière. Mais pour des raisons jusqu'alors inconnues, Apollon dut construire un temple à l'endroit où Python fut tué. Et c'est donc à l'intérieur de ce temple que Python s'incarna en une jeune fille, qu'on appellera plus tard la Pythie, l'oracle de Delphes. Car oui, le don de divination de Python est tellement puissant qu'il subsiste même après sa mort. Numéro 7, Pégase. Et qu'est-ce qu'un cheval fait dans ce classement? Mais attendez, je vous explique. Pégase est un cheval très particulier vu qu'il a des origines divines. Parce que oui, il est le fils de Poséidon, le dieu des océans. Donc Pégase se retrouva avec plusieurs pouvoirs. Déjà de 1, partout où son sabot frappe, une source d'eau jaillit. C'est ainsi que fut créée la source Hippocrate, la source du cheval. Une source tellement belle qu'elle est capable de séduire des êtres immortels. Ensuite, Pégase aida un héros à vaincre un monstre particulier dont on parlera peut-être dans la partie 2. Bref, Pégase aida ce héros à vaincre ce fameux monstre, mais le héros voulut se servir du cheval ailé pour atteindre le sommet du mont Olympe. Sauf que Pégase se rebella et le jeta par-dessus bord. Le héros fut mort, fin de l'histoire. Mais pas pour Pégase, parce que Pégase deviendra le porteur des éclairs de Zeus. Donc si Pégase est assez intelligent pour utiliser la marchandise qu'il transporte contre ses ennemis, il serait imbattable. Et c'est là où j'amène à son 3e pouvoir, sa vitesse. J'explique. Dans la mythologie grecque-romaine, c'est Zeus depuis le mont Olympe, et pas le mont Olympe visible, mais le mont Olympe divin, genre la montagne la plus grande du monde. C'est depuis le sommet de cette montagne qu'il lance les éclairs. Or, des éclairs, il y en a plus de 10 chaque seconde sur Terre. Et les éclairs sont fabriqués dans les forges d'Héphaïstos au centre des différents volcans à travers le monde. Et si on imagine que Pégase ne transporte qu'un éclair à chaque fois, ça voudrait dire qu'en moins d'1 seconde, il peut faire 10 allers-retours entre les différents volcans à travers le monde et le sommet du mont Olympe. Et donc après tout ça, vous imaginez la vitesse de dingue de Pégase. Pourquoi Pégase se retrouve ici? Il peut faire jaillir de l'eau, il porte l'arme la plus puissante du monde sur son dos, et sa vitesse ne sera jamais égalée, même par la lumière. Pégase n'est pas plus rapide que la lumière, il est juste 276 441 fois plus rapide que le son.
Il prendra même une petite dimension cosmique, car Zeus, pour récompenser Pégase de tous ses loyaux services, le transforma en une constellation. Bon, allez, on a parlé de Pégase, maintenant parlons de sa mère, c'est Méduse. Bon, je vous explique. C'est l'histoire de Méduse qui avait un rencard avec Poséidon. Et donc elle alla voir Athéna pour se faire une nouvelle coiffure, sauf qu'Athéna, cette conne, a lancé sans faire exprès une malédiction sur la Méduse. Donc, elle se retrouva avec des cheveux de serpent. Alors, elle alla voir Persée, qui était en ces temps-là apprenti coiffeur. Sauf que Persée, il n'avait pas de diplôme. Et donc, au lieu de couper ses cheveux, il coupa toute la tête. Et Méduse s'est retrouvée avec un gros truc sur le... Quoi? Non mais on peut plus rigoler, c'est bon, il n'y a plus d'humour, il n'y a plus de second degré. Bref, voici la véritable histoire de Méduse. Méduse était à l'origine, malgré la tête qu'avait sa famille, une très belle jeune fille. Une fille tellement belle qu'elle réussit même à taper dans l'œil de Poséidon. Donc Poséidon l'enleva pour faire ses petites affaires avec. Clin d'œil. Donc. Sauf que Poséidon, il fit ses petites affaires dans le temple d'Athéna, qui était une déesse vierge. Et donc, Athéna, elle aurait bien aimé punir Poséidon, sauf que Poséidon, c'est l'un des 3 maîtres de l'Olympe, après Zeus et juste avant Hadès. Donc, Athéna punit la pauvre Méduse, qui de base ne savait même pas ce qu'elle faisait là. Donc, Méduse se retrouva avec des cheveux de serpent, une mocheté absolue et un regard mortel qui pétrifie quiconque la regarde. Au passage, elle a aussi des dents de sanglier, quelques vers sur l'histoire disent qu'elle avait même des ailes, bref, on ne sait pas. Avec ses 2 sœurs, elles forment ainsi les 3 Gorgognes. 3 sœurs affreuses qui semèrent chaos et destruction sur leur passage. Partout où elles passaient, un désert de statues s'élevait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Persée fut chargé par un roi de tuer Méduse. En gros, ce roi voulait la mère de Persée, et il envoya Persée au casse-pipe parce qu'il se dit Persée, il va se transformer en sculpture. Mais Persée, il fut aidé par plusieurs dieux, dont Athéna elle-même. Ce sera important à la suite. Et Persée réussit à décapiter la tête de Méduse. Coucou, c'est l'Exocet du futur. J'avais oublié de détailler ce moment par rapport à la naissance de Pégase. En gros, quand Persée décapita Méduse, Pégase sortit de son cou, avec son frangin Chrysaor, car oui, Pégase a un frère. Sauf que le pouvoir de Méduse est tellement puissant qu'il résiste même après sa mort. Donc Persée tena la tête de Méduse et l'utilisa pour pétrifier le roi et ses sujets. Avec un timing très serré vu que le roi était sur le point de... sa mère, la mère de Persée, pas la mère du roi, je précise. Donc voilà, Persée vivra d'autres aventures avec la tête de Méduse. Et la tête de Méduse, elle est tellement puissante qu'elle réussit même à pétrifier quelques immortels, dont Atlas, le titan qui porte le ciel. Oui, le pouvoir de Méduse est puissant à ce point-là. Mais alors, pourquoi ne se retrouve-t-elle que 6e dans mon classement? Le pouvoir de Méduse, ce n'est pas un pouvoir. C'est une malédiction. Et donc, comme pour n'importe quelle malédiction, celui qui est puissant, ce n'est pas celui qui la porte, mais celui qui l'a lancé. Donc, Méduse, c'est juste l'incarnation du pouvoir destructeur que peut avoir Athéna. Et Athéna, elle est ultra vicieuse, parce que vous savez ce qu'elle a demandé à Persée? Elle a demandé à Persée de lui remettre la tête de la Méduse. Pour rappel, c'est Athéna qui a créé Méduse, et donc elle a repris les pouvoirs qu'elle a elle-même créés pour se faire un bouclier ayant les mêmes caractéristiques que la tête de Méduse. Donc ça veut dire qu'Athéna, elle avait tout calculé. Elle a créé Méduse pour se faire un bouclier. Et donc, au lieu de le fabriquer elle-même, elle causa plusieurs centaines de morts. Donc voilà, si Méduse se retrouve que 6e de mon classement, c'est parce que c'est seulement qu'à cause d'Athéna, elle est devenue un monstre. Voilà, c'est terminé
pour aujourd'hui. Mais attendez, ne partez pas tout de suite. J'avais pas dit que c'était un top 10. J'avais pas dit qu'il y aurait une partie 2. Ben, je vous explique. Si un monstre aussi puissant que Méduse ne se retrouve que 6ème de mon classement, alors imaginez-vous ce que pourrait donner le 5ème, le 4ème, le 3ème, le second, et surtout, à quoi ressemblera la gueule Du premier monstre.